Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le blog, outil incontournable du marketing de contenu. Ce séminaire se tournera autour du blog, définition et des exemples. Pourquoi et à qui écrire? Les blogueurs professionnels, ses influenceurs et bien plus. Le blog personnel, pour un objectif professionnel. Le blog d'entreprise, dialoguer avec sa communauté et ses lecteurs. Et enfin, les outils de blogging, sans oublier que nous avons une partie questions-réponses. Tout cela avec Dr. Hala, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala Ben Abdelnabi. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Dr. Malek. Merci pour nos chers participants aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un outil vraiment très puissant du marketing de contenu, à savoir le blog. Et on va comprendre ensemble, d'accord, les différents outils du blog, c'est-à-dire vraiment maintenant le marketing de contenu, c'est vraiment très tendance en marketing. Donc, on va découvrir ensemble, d'accord, les différents outils du marketing de contenu et les différents outils aussi du blog. Donc, on va commencer par une petite définition. Donc, le blog, le format du blog a largement été popularisé par des éditeurs de plateformes de blogging type Blogger en 1999 aux États-Unis ou Skyblog en 2002 en France. Peu de temps après, c'est WordPress en 2003 qui crée l'outil qui est aujourd'hui celui le plus utilisé, le plus connu. Donc, définition, le blog, c'est un site Internet qui se présente sous la forme d'un journal intime avec des successions d'articles datés. On va voir comment ça veut dire quoi dater. Et ces publications sont présentées par ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, et sont également organisées par catégorie. Donc, les éditeurs de plateformes de blogging ont connu un succès croissant. Bloguer est devenu une activité partagée par de nombreux particuliers et certains ont lancé leur blog pour partager leurs passions et on peut transformer au fil du temps cette initiative personnelle en projet professionnel grâce à la notoriété acquise. Et donc, mais la plupart l'ont abandonné. On voit qu'il y a certaines personnes qui, après un petit bout de temps, ils ont abandonné, donc au bout de quelques publications, ou il y a aussi un échec, ils ne connaissent qu'une faible audience du fait d'un rythme trop distendu dans les publications ou justement d'un contenu à faible valeur ajoutée. Donc, le blog est parfois désormais tourné en dérision, car beaucoup y voient un lieu d'expression personnelle auto-centrée, n'ayant pour seul objectif de mettre en valeur que l'auteur. Alors que ce n'est pas vraiment vrai, donc on va les voir ensemble, c'est un outil très puissant. À ceux qui pourraient être tentés de dire que le blog est mort, nous répondons non, bien au contraire. Il existe plusieurs formes de blogs qui ont des objectifs très différents. Ils peuvent constituer des outils déterminants en termes stratégiques. Donc, les blogs personnels, par exemple, peuvent traiter d'un tout autre sujet que soi-même, comme une passion, une expérience professionnelle, un art de vivre, un voyage, par exemple, initiatique. Donc, plusieurs sujets qu'on pourrait aborder autres que se concentrer sur soi-même, d'accord? Et donc, si on prend l'exemple du blog de voyage, le blog voyage, généralement, c'est un site web tenu par un voyageur passionné, donc amateur des voyages, qui partage ses expériences, aventures et ses découvertes. Et ces plateformes peuvent être une source inestimable d'informations pour ceux qui cherchent à explorer de nouveaux horizons et à se documenter avant de partir. Donc, on voit que les voyageurs, donc il y a bien sûr des sites web très connus, comme TripAdvisor, etc., mais il y a aussi ces blogueurs passionnés par le voyage, justement, qui sont devenus une référence dans le monde du voyage. Et les voyageurs, avant vraiment de partir, ils essayent
de consulter ces blogs parce que vraiment, c'est une mine d'informations et ça regorge d'informations très pertinentes et très importantes pour les voyageurs qui veulent explorer le monde. Donc, voici un exemple de blog. Donc, c'est un blog, si je clique sur le lien. Donc, attendez. Je vais repartager avec vous mon écran pour voir le blog en question. Est-ce que vous voyez le blog, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous voyez le blog, j'ai changé d'écran. Et moi, maintenant, on est sur voyagetype.com. Est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? En vérité, je n'arrive pas à le voir. Je ne sais pas si c'est le même cas pour tout le monde. Attendez, je vais repartager avec vous l'écran, comme ça vous me dites si vous pouvez voir ou non. Est-ce que vous le voyez maintenant, s'il vous plaît? Pour moi, pas encore. Je pense qu'il y a un problème de connexion chez moi. Est-ce que les autres peuvent me dire, s'il vous plaît, si vous pouvez le voir ou c'est un problème qui provient de mon ordinateur, s'il vous plaît? Voilà, il marche avec merveille. C'est D'accord, juste parfait. qu'il a besoin un peu de temps, c'est tout. D'accord. Vous voyez, maintenant, je vous ai présenté un blog. En fait, c'est le voyagetips.com. C'est un blog dédié aux conseils et astuces pour les voyageurs qui offre une multitude d'articles sur diverses destinations à travers le monde. Donc, vous voyez que il y a plusieurs destinations. Donc, on voit sur les différents pays, différents continents, etc., l'Europe, l'Asie, etc. Et on voit tous les derniers articles. Donc, vous voyez que le dernier article, il est le 17 avril 2025. Donc, on voit que ce blogueur, il essaye de maintenir un rythme de publication, un peu quand même espacé, parce que de 3 septembre 2024, on a vu le dernier article, c'est le 12 novembre 2024, et il vient juste d'actualiser son blog le 17 avril 2025. Donc, c'est un rythme un peu espacé pour ce blogueur. Il y a une année, c'est-à-dire, ça fait une année, c'était un peu plus consistant. Donc, on voit qu'en 2024, il y a plusieurs publications juste en mois de septembre de publications. Publication en novembre, donc voilà, octobre, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un rythme de publication à maintenir. Donc, à droite, vous voyez les articles les plus populaires de ce blog. Donc, on essaye maintenant de voir un petit peu plus loin. Voilà. Donc, c'est un exemple de blog. Donc, en 2024, il était plus dynamique qu'en 2025. Donc, il y a des raisons derrière ça, sûrement. Donc, voilà. Donc, je reviens vers le cours pour continuer. C'est un petit aperçu sur un blog de voyage. Donc, vous pouvez trouver beaucoup d'autres exemples. Par exemple, un blog culinaire, un blog qui s'intéresse à une certaine passion. Je reviens vers le cours. Attendez, s'il vous plaît. Vous voyez le cours, s'il vous plaît, maintenant? Ça va? C'est bon, le cours, il est… Pas encore, pas encore. D'accord. Et maintenant, est-ce que ça va? Oui, oui, il marche avec merveille. Il marche avec merveille. Vous pouvez Donc, continuer, exemple, docteur. oui, merci. Un autre exemple, donc, pour Olivier Roland, c'est un passionné de livres et de voyages. Il abandonne
d'études de tout et décide en 2008 de lancer son blog pour partager ses lectures et inciter les francophones à lire davantage. Sa philosophie, l'apprentissage à tout âge. Donc, voici son blog. Donc, vous pouvez le voir, vous pouvez le consulter à votre guise après. Pourquoi maintenant et à qui écrire? C'est la question qui se pose quand on veut attaquer, on veut vraiment maîtriser cet outil incontournable du marketing de contenu. C'est un levier web marketing par excellence, le blog. Il doit être utilisé à chacune des étapes de la stratégie du web marketeur. Avant tout, il convient donc de se fixer un objectif. L'objectif premier pour un blog professionnel, c'est de capter une audience de masse. Donc, nous avons une raison derrière ce blog, une raison professionnelle. Donc, on essaye de capter une audience de masse. Alors que pour le blog personnel, donc on essaie de valoriser son niveau d'expertise sur un secteur de marché et partager, on peut aussi partager juste une passion. Hein. Alors que le blog d'entreprise, on essaye, l'objectif premier de ce blog d'entreprise, c'est de capter une audience plus large pour augmenter le trafic sur le site de l'entreprise et valoriser le niveau d'expertise de l'entreprise. C'est pour l'objectif premier pour chaque type de blog. Pour l'objectif final, on essaie à travers le blog professionnel de générer un revenu après tout. Donc, on essaye d'avoir un gain-pain pour vivre carrément. Le blog personnel, l'objectif final, c'est d'être contacté par des recruteurs. On essaye de se vendre et c'est un conseil pour les chercheurs, les futurs chercheurs d'emploi, pour nos futurs diplômés. Donc, si vous voulez vraiment se vendre entre guillemets, parce qu'en fait, en marketing, le produit peut être la personne elle-même. Et si vous essayez de se faire vendre, c'est-à-dire vendre ses compétences, vendre son diplôme, vendre sa personne avec ses expériences et tout, on essaye, je conseille tout le monde de penser à créer un blog parce que c'est un moyen très intéressant, d'accord? Et d'ailleurs, tout le monde maintenant, il essaye dans les CV, si vous avez vu, on essaie d'insérer votre page LinkedIn et aussi, c'est intéressant d'insérer votre site web. Pourquoi pas un blog? Donc, c'est très intéressant parce que si je veux, surtout pour les gens qui veulent arracher un job dans le web marketing, c'est très important de montrer un portfolio. C'est très important de montrer ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà effectué, même en tant qu'étudiant. Donc, c'est un conseil à vous donner. Vous pouvez créer votre blog dès maintenant en tant qu'étudiant. Ça va vous aider énormément après pour décrocher un job. C'est votre première vitrine. C'est un moyen très efficace pour se vendre, entre guillemets. Donc, pour le blog personnel, l'objectif final, d'être contacté par des recruteurs, exactement, parce que ça pourrait, le blog peut être partagé avec d'autres personnes et qui sait, ça pourrait atterrir chez un recruteur. Il pourrait voir votre potentiel et peut-être, why not, pourquoi pas, il va vous contacter pour un job. Pour le blog d'entreprise, l'objectif final, c'est d'améliorer le référencement naturel, bien entendu. On est toujours dans le blog personnel aussi, vous pouvez être contacté non seulement par les recruteurs, par des partenaires, par des clients, pour influencer, pour simplement être lu. Alors que, à part le blog personnel, le blog d'entreprise, à part d'améliorer le référencement naturel du site web, ça pourrait aussi aider à être contacté par des partenaires, par des fournisseurs, par des clients, etc. Qui est notre cible? Donc, pour le blog personnel, le grand public, des lecteurs, des spécialisés, etc. Pour le blog professionnel, c'est le grand public, lecteur et spécialisé. Pour le blog personnel, le grand public, les recruteurs, comme je viens de dire, les clients, les prospects, les lecteurs qui partagent le même centre d'intérêt, sa communauté. Donc, il faut comprendre, quand on va créer un blog, on essaiera de partager sa passion avec des lecteurs. Et donc, après, vous pouvez trouver d'autres lecteurs qui partagent la même passion que vous. Donc, pour le blog d'entreprise, ce sont des influenceurs en ligne du secteur d'activité, des partenaires, des clients, des prospects, des presses ou juste carrément des pairs.
Maintenant, passons à un autre titre, les blogueurs professionnels, ces influenceurs. Donc, parfois, on dit que les influenceurs, ils sont sur, Instagram, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Facebook, etc. Et aussi sur les blogs. Et donc, certains ont su tirer leur épingle du jeu en proposant des contenus spécifiques, suivis par une large audience. Donc, annoncer sur ce type de site peut être un axe très pertinent de stratégie marketing digital. Les blogueurs professionnels sont devenus des influenceurs de poids parce que ça influence le public. Et donc, ils ont des followers, ils ont des personnes qui essayent de les suivre et bien sûr, suivre leurs conseils, etc. Et donc, grâce à leur large communauté de lecteurs, leur activité s'est transformée de blogging, elle est devenue leur petite entreprise. Et donc, ils essayent de monétiser leur audience grâce à des contenus sponsorisés ou la mise à disposition d'espaces carrément publicitaires sur leur site. On voit dans un blog, quand il a beaucoup de followers et beaucoup de gens qui suivent, vous voyez qu'il y a même des espaces publicitaires qui sont dédiés pour les autres entreprises pour justement promouvoir leurs produits et ou leurs services. Voici, par exemple, puisqu'on est toujours dans puisque je vous ai donné un exemple de blog de voyage, voici les top 100 des blogs voyage francophones, par audience, bien sûr. Donc, voyez, je vous ai déjà montré voyagetip.com, il y a d'autres sites. Vous voyez que vraiment, ça frôle 1 million de visiteurs mensuels. Donc, c'est très, très intéressant comme moyen d'être visible sur Internet. Donc, en fait, devenir blogueur professionnel, c'est un travail de longue haleine. Et en vivre est de moins en moins facile. Docteur. Oui, oui. Allez-y. Vous avez changé de diapo ou non? Oui, j'ai changé de diapo. Je crois qu'il y a toujours le même problème. Vous ne suivez Docteur, pas. vous avez changé de diapo ou non? Oui, j'ai changé de diapo. J'ai dit, est-ce que vous ne suivez pas quand je change? Ah, le Donc, changement de j'essaye diapo. de Je ne repartager sais pas encore une fois. pourquoi. Vous voyez maintenant le cours? J'essaye de ne pas faire full screen. Comme ça, vous pouvez me suivre. Est-ce que c'est bon comme ça, s'il vous plaît? Vous voyez? Parce que le problème toujours, Oui, nous pouvons le voir. le problème quand je le fais widescreen, c'est pour ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Je ne vais pas le partager sur grand écran. Donc, devenir blogueur professionnel, c'est un travail de longue haleine, comme je viens de dire, et en vivre est de moins en moins facile. Et donc, la reconnaissance est devenue difficile à obtenir devant le foisonnement de blogs. Donc, il y a plusieurs blogs, donc être vraiment reconnu, donc ça devient vraiment un peu difficile d'être reconnu parmi plusieurs blogs que l'Internet déjà regorge plusieurs des milliers de blogs même, si je peux me permettre. Donc, le modèle publicitaire est de plus en plus difficile à assumer en tant que modèle économique. Donc, l'expression passe beaucoup par la vidéo. Voilà, le problème, c'est que maintenant, on voit que surtout avec la nouvelle génération, donc une vidéo de 30 secondes, ça pourrait avoir un impact bien plus qu'écrire, ou bien plus qu'un texte, ou bien plus qu'une image. Donc, on comprend que l'expression passe beaucoup par la vidéo. Donc, à l'image, bien sûr, des youtubeurs qui, plus que jamais, ont le vent en poupe, notamment auprès, justement, des nouvelles générations. Et les internautes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux aux dépens des autres sites web. Et donc, les commentaires se sont d'ailleurs beaucoup déplacés des blogs vers les réseaux sociaux. Et à ce propos, on voit certains blogueurs fermer leur site pour se concentrer à publier sur les réseaux sociaux et à interagir directement avec leur communauté. Donc, on voit que les habitudes ont changé et vraiment, ils trouvent
alors, surtout avec la nouvelle génération, hein. Donc, la nouvelle génération, elle est plus penchée vers tout ce qui est vidéo, bien plus qu'image, bien plus que texte. Et on voit que même les blogueurs ont compris le jeu. Donc, ils ont essayé de migrer vers les réseaux sociaux. Donc, c'est un fait réel. Donc, pour vivre de l'activité de son blog, donc, il faut comprendre maintenant, il est impératif dans la plupart des cas de capter une très large audience dans un secteur extrêmement concurrentiel, si on prend l'exemple de la mode, ou une cible restreinte dans un domaine confidentiel. Exemple, les pédales de guitare électrique. Donc, ce qu'on appelle en marketing une niche. Donc, juste vraiment, juste à une cible très restreinte, une niche vraiment, un segment très, très, très étroit. Et donc, cet objectif est donc difficile à réaliser, il faut le comprendre, même si vous pouvez être rapidement contacté par des marques lorsque vous avez une activité de blogging régulière. Et c'est ça pourquoi on a dit que c'est une activité de grande haleine. Et donc, il faut vraiment être très régulier. On a vu que Tips Voyage, il était très régulier en 2024. Maintenant, il a espacé ses publications. Donc, vraiment, l'activité du blogging, elle doit être régulière. Donc, il reste difficile d'en vivre, surtout si on prend l'exemple du mode, ou une cible restreinte dans un domaine confidentiel, exemple les pédales de guitare électrique. Le blog personnel pour un objectif professionnel. Donc, le blog n'est-il pas le meilleur outil pour valoriser votre expertise auprès d'un recruteur, d'un futur partenaire? Donc, mettre en œuvre un blog montre votre curiosité et votre appétence pour un secteur d'activité donné. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est, par exemple, amatrice de photographie. Donc, à travers le blog, cette personne, elle peut partager ses photos, ses réalisations, ses captures d'images à travers son blog. Et comme ça, elle va partager sa passion avec les autres, mais surtout aussi, ça montre aussi son engagement, son expertise, son expérience dans le domaine de la photographie. Ça, c'est clair. Et donc, dans ce cas de figure, l'objectif n'est pas la largeur de l'audience, mais justement le public ciblé. Votre objectif est de rendre visible votre blog auprès de professionnels de votre secteur. Il est essentiel d'en diffuser l'adresse avec chaque candidature soumise en signature de chaque email envoyé. Donc, c'est intéressant, en fait, par exemple, dans le CV, donc c'est très intéressant de mettre le site, donc le link du site web, le link de votre blog dans votre email si vous allez envoyer une candidature, ou carrément vous pouvez l'inclure dans votre CV si vraiment en relation directe avec avec le travail que vous avez postulé. Donc, c'est intéressant. Si vraiment c'est un peu loin, par exemple, si je vais candidater pour le poste de cadre, par exemple, de financier, c'est pas très important de mettre un blog où je suis vraiment passionnée par par exemple, par tout ce qui est art culinaire. Ça n'a rien à voir. Mais s'il est en lien avec votre job, avec votre expertise, avec le poste où vous allez pour lequel vous allez candidater. Donc, c'est très intéressant de le mettre dans votre candidature. Et donc, c'est à vous de faire connaître ce blog auprès de la cible que vous souhaitez atteindre. Secondairement, vous pourrez tenter de toucher une cible plus large, notamment via la mise en avant de vos articles sur les réseaux sociaux. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux justement pour faire parler de votre site, pour faire parler de votre blog. Donc, c'est un moyen. Le blog maintenant d'entreprise. Donc, c'est complémentaire et adossé au site vitrine. Donc, e-commerce ou plateforme de mise en relation, le blog d'entreprise, c'est un élément clé pour attirer des potentiels clients et travailler la marque employeur. Donc, entre autres, il permet de crédibiliser la voix de l'entreprise et améliorer le référencement naturel du site. Si je prends par exemple ce lien, donc j'essaye de partager avec vous. Attendez.
Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, l'écran? Oui, nous pouvons le voir avec merveille. Merci. Donc, vous voyez maintenant le bloc de spa piscine. Donc, le spa piscine, c'est un spécialiste piscine et spa depuis 1993. Donc, c'est un moyen, donc il a créé ce blog pour justement, vous voyez qu'il a déjà à droite, vous voyez les catégories, vous voyez quelques conseils pour le jardin, quelques conseils pour l'entretien du piscine. Donc, il voit que, par exemple, quelques réalisations à gauche, et on voit beaucoup d'images, d'accord, pour justement illustrer ces réalisations. D'accord. Et donc, c'est très intéressant en tant que personne que je cherche par exemple, je cherche même si je suis pas très, je vais pas être vraiment une personne maintenant, comment on dit, ready c'est-à-dire je vais maintenant acheter, je pourrais juste chercher un conseil, je pourrais le trouver dans ce genre de blog, mais ça pourrait en fait m'influencer dans le futur pour revenir parce que j'ai trouvé que ce blog est intéressant. Donc ça donne une petite idée sur l'expertise de cette entreprise. Et donc c'est très intéressant d'avoir donc le blog comme un outil complémentaire à votre vitrine dans le monde de l'e-commerce. Donc, c'est très intéressant aussi d'utiliser le blog pour le blog pour les entreprises. Donc, je reviens à mon cours, s'il vous plaît. C'est bon pour le partage. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui, nous pouvons le voir avec merveille. D'accord. Donc, pour cela, il est impératif de maximiser l'audience. Le blog, on est toujours dans le blog d'entreprise, le blog doit servir de relais entre les recherches d'Internet et le site web institutionnel ou marchand. Donc, vous voyez qu'on a un site marchand de notre entreprise et on a le blog. Donc, le blog, c'est un socle de soutien pour notre site web marchand. Donc, mécaniquement, l'augmentation de l'audience entraîne en règle générale une amélioration du référencement naturel. Et par ailleurs, l'objectif est de valoriser l'expertise de l'entreprise grâce à des contenus utiles, porteurs de sens et de preuves. Vous voyez que dans notre exemple, spa, piscine, etc., donc il y a des contenus utiles qui sont en lien avec l'activité de l'entreprise. Il y a vraiment des preuves de l'expertise de l'entreprise dans ce domaine. Donc, vous savez que le client, à part qu'il va acheter votre produit, il veut voir des preuves, il veut voir votre expertise, il veut voir des cas réels, d'accord, de votre entreprise. Donc, c'est très intéressant d'utiliser le blog avec le site web marchand. Donc, pour le blog Spa Piscine, une entreprise d'installation de piscine, donc elle donne des conseils de l'entretien, des photos uniques, des informations sur l'installation et toute une liste de mots-clés, pardon, et toute une liste de mots-clés qui permet de naviguer facilement sur le blog. C'est simple, net et très efficace, en particulier avec le configurateur de piscine. Donc, les onglets orientent vers de contenus informatifs, mais aussi vers les produits et les demandes de devis personnalisés. Donc, c'est très important aussi de trouver dans le blog donc, les produits et comment on pourrait demander des devis et personnalisés parce que chaque client il veut un produit bien sur mesure qui, bien sûr, qui répondent à ses besoins. Donc, des liens vers leurs réseaux sociaux, bien sûr, qui permettent aux visiteurs de rester en contact avec leur entreprise et ainsi d'augmenter sa visibilité, de faire connaître son blog, son site et son service, et ses services surtout. Maintenant, passons à un autre point important, comment on va dialoguer avec sa communauté, avec ses lecteurs. Donc, le blog, par excellence, c'est un espace de dialogue. Votre communauté aime partager son avis et pouvoir échanger sur un article. Donc, il faut lui laisser cette possibilité. Et parfois, je vois que même dans les réseaux sociaux, je vois beaucoup cette faute, même sur LinkedIn, même dans les Instagram, même sur Facebook,
quelques personnes qui essayent de vendre, ils essayent de fermer les commentaires aux lecteurs. C'est une faute grave. Il faut les laisser parler, il faut même les encourager à parler. Parce qu'en fait, on sait en marketing que le client, quand il est insatisfait, il ne va pas se retourner vers l'entreprise, il va se retourner autour de lui, donc il va parler autour de lui avec ses collègues, avec ses amis, il va dire, il va relater son expérience, sa mauvaise expérience avec son entourage, alors qu'il ne va pas forcément aller pour l'entreprise pour parler. Alors, nous, en tant qu'entreprise, on doit encourager les clients à s'exprimer et à donner leurs avis et leur expérience. Donc, c'est la même chose pour le blog. Il faut leur laisser cette possibilité. Et donc, même si les commentaires se sont beaucoup déplacés sur les réseaux sociaux, donc le blog demeure un lieu d'échange. On voit que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux, sur les Facebook, sur LinkedIn, mais sachez que le blog, c'est un lieu de discussion aussi. Donc, les commentaires peuvent être qualitatifs, c'est-à-dire répondez-y et alimentez le débat. Et c'est vrai qu'une partie, ce sont des spammers. Donc, ils vont spammer donc des commentaires injurieux ou diffamatoires. Il faut aussi faire tout ce qu'on appelle la modération. La modération peut être faite a posteriori, après publication ou a priori avant publication, à vous de choisir bien sûr l'option que vous préférerez. Plus le sujet est sensible, plus il est recommandé de faire de la modération a priori pour éviter qu'un flou de commentaires injurieux ou diffamatoires ne soit publié. Les commentaires dits spammants sont des commentaires postés par des robots. Supprimez-les au fil de l'eau. Quand vous trouvez, donc il faut être maintenant avec l'intelligence artificielle, donc il y a beaucoup d'outils qui pourraient donc être mis en place pour réagir instantanément sans attendre de le faire manuellement. Donc avec l'avancée technologique, on peut mettre des outils qui pourraient détecter ces robots et les éliminer au fil de l'eau. Donc, veillez à bien contrôler les messages sur votre blog. Donc, c'est très important pour votre réputation. D'autre part, en tant que directeur de la publication, vous êtes juridiquement responsable de ce qui est écrit sur votre blog. Et on voit que vraiment, quelquefois, on voit vraiment un problème donc, ça prend une tournure très grave dans les commentaires. Il faut être vigilant, il faut comprendre que c'est vous le seul responsable, donc il faut veiller à ce que ça ne dérive pas. Le contenu d'un blog d'entreprise cible des problématiques clients auxquelles il faut répondre dans des articles dédiés. Donc, il n'est pas question de donner toute l'étendue de votre savoir, mais d'exposer une partie de votre expertise sur le secteur d'activité en particulier. Bien sûr, si vous allez donner tout ce que vous savez dans le blog, personne n'aura besoin de vos services, ça c'est clair. Donc, il faut savoir gérer. Donc, il faut connaître, d'accord, il faut savoir juste exposer juste une partie et pas toute votre expertise. Donc, soyez attentifs à l'actualité de votre secteur dans le but de proposer du contenu chaud, attestant de la dynamique interne. La prise de parole maintenant dans les blogs. Les messages doivent s'inscrire dans votre ligne éditoriale. Les catégories définies pour votre blog doivent permettre de couvrir l'ensemble de l'expertise que vous souhaitez démontrer auprès d'une large audience. Cantonnez-vous, dans tous les cas, à des univers ciblés. Ne cherchez pas à tout traiter. C'est vraiment, c'est très important de ne pas chercher à tout couvrir. Donc, il faut vraiment cibler, d'accord, des univers et il ne faut pas vraiment essayer de tout faire parce que vous connaissez, quand vous essayez de tout faire, vous n'allez rien faire de bien. Donc, il faut vraiment se concentrer. Enfin, montrer les coulisses de l'entreprise, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, présenter les actualités à venir,
Est-ce que vous allez donc être présent dans des salons, dans des événements, des portes ouvertes? Parce qu'en fait, vous savez que les clients, ils cherchent le contact direct. Donc, quand vous leur dites que je serai présent dans tel salon, telle date, donc ils vont, OK, peut-être je vais aller le voir en personne pour en discuter un peu plus, pour avoir un devis. Peut-être il va faire un petit geste commercial, etc. Donc, c'est très intéressant de penser aussi à présenter ces actualités parce que les clients cherchent toujours le contact direct avec l'entreprise. Donc, les projets aussi de collaborateurs en interne, les projets d'innovation en cours, les collaborateurs eux-mêmes. Derrière ce site, derrière ce blog, il y a des personnes. C'est intéressant de les mettre en avant. C'est intéressant d'humaniser, entre guillemets, les personnes qui travaillent derrière, qu'on ne les voit pas. Donc, les mettre en avant, c'est très intéressant. Donc, on essaye de donner, comment on dit, d'humaniser ce contact avec les clients. Et donc, reprenez également les cas clients, c'est très important, produits pour le site, si vous en avez, et valorisez-les sous la forme d'articles ou créez des articles à partir d'interviews de clients. Donc, quand vous allez montrer, d'accord, l'expérience client, avec votre entreprise, c'est un cas réel avec, donc le client, il va comprendre, il va voir de ses propres yeux ce que vous avez déjà réalisé. Et quand vous allez faire ce type d'interview avec les clients, donc il va comprendre aussi que votre expertise, il va comprendre à quel point le client, il est satisfait ou non, etc. Donc, c'est très important de donner des preuves. Passons maintenant à tout ce qui est outils de blogging. Donc, le blog d'entreprise. Si votre site utilise un CMS open source, WordPress par exemple, il vous sera très aisé de rajouter une partie blog sur votre site. Cette possibilité est directement prévue dans le CMS. Dans le cas contraire, vous pouvez étudier la possibilité de rajouter juste un module CMS WordPress sur votre hébergement pour pouvoir créer facilement votre blog. Comment rattacher votre blog à votre site? Donc, un site à part entière, c'est à éviter. Donc, développer un site à part entière sous un autre nom de domaine, ce n'est pas efficace au niveau SEO, donc, et cela démultiplie les identités. Donc, votre cible va s'y perdre. D'accord? Un sous-domaine, c'est une deuxième option. Cette option permet de donner du poids à votre blog. Il a sa propre URL, tout en le raccordant à votre site principal. Exemple, donc http://blog.monsite.com. Donc, comme ça, on pourrait donner du poids au blog et on va le raccorder surtout à votre site principal. Donc, pour le blog personnel, pour la mise en œuvre technique de votre blog personnel, donc, déjà, il faut essayer d'écrire pour le web, d'accord? Une fois le blog il est mis en place, il faut désormais écrire. Parce que écrire pour le web représente quelques spécificités dont il convient d'en préciser les contours. Et pour cerner les points essentiels à faire apparaître dans votre article, référez-vous à l'infographie ci-après. On va voir, d'accord, tout à l'heure. Déjà, le titre de l'article. Quand on parle du titre, il doit attirer l'attention. Ça va donner envie de lire l'article en fournissant des informations claires sur le contenu et en laissant planer le mystère sur la réponse à la problématique posée. Et donc, pour guider l'audience, vous pouvez aussi ajouter des crochets pour préciser la thématique. Attendez, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, attendez. Comme ça, vous allez me suivre. Je vais prendre l'exemple du blog qu'on a vu tout à l'heure. Voyez? Donc, où dormir à Malaga? Dans quel quartier se loger? C'est ça sous forme de questions qui va aiguiser la curiosité. Donc, c'est très important de le mettre. Donc, on va voir que c'est important d'aiguiser la curiosité des clients.
Donc, il faut savoir, d'accord, comment susciter l'intérêt, comment aider les lecteurs on essaye de les attirer, on essaye de les attirer surtout et les pousser à cliquer. Et donc, sous forme de questions, c'est une technique très intéressante à utiliser. Hein. Donc, le titre doit attirer l'attention, il doit donner envie de lire. L'article en fournissant des informations claires sur le contenu et en laissant planer le mystère sur la réponse. Il ne faut pas vraiment, donc, à travers le titre, il ne faut pas donner, bien sûr, de réponse. Donc, il faut qu'on essaye d'aller plus loin. Donc, consulter justement la réponse à travers le blog. Et donc, pour guider l'audience, vous pouvez aussi ajouter des crochets pour préciser la thématique aussi. Exemple, on peut donner cet exemple. Comment faire un bon livre sur Facebook? Il y a un point d'interrogation qui n'a pas été fait. Indiquer le nombre de points traités dans l'article pour inciter au clic, c'est une technique aussi très répandue. Exemple, et 10 astuces pour écrire un bon article de blog. Donc, on peut le faire sous forme de question, comment faire un bon live sur Facebook, point d'interrogation, ou on peut donner, d'accord, des points. Donc, pour comprendre, on utilise, il y a 5 points, par exemple, on peut le trouver, vous pouvez trouver beaucoup de titres qui commencent avec 5 points pour, par exemple, 5 astuces pour voyager confortablement, pardon. Ici, 10 astuces pour écrire un bon article de blog. Il faut comprendre qu'il y a 10. Et le lecteur, il va vraiment, il doit s'attendre à trouver les 10 astuces, les 10 réponses à sa question de départ. C'est très important, d'accord, de soigner le titre. Maintenant, les images, les schémas et les chiffres. La présence de visuels, bien sûr, facilite la lecture. Les schémas et représentations visuelles de vos propos permettent une meilleure assimilation des propos. Et donc, vous pouvez même aussi intégrer des courtes vidéos. On en a dit que maintenant, on est dans l'ère de vidéo et où la vidéo, elle prend une place primordiale maintenant. Donc, c'est très intéressant aussi de penser non seulement à inclure des images, mais aussi des vidéos, mais des courtes vidéos. Hein. Il ne faut pas vraiment… Donc, vous savez que les lecteurs s'en lassent vite, donc il ne faut pas donner des vidéos très, très longues. Maintenant, la forme des textes. Pour les paragraphes maintenant, ils doivent être courts, des sections comportant un titre, un chapeau, c'est un texte qui sert à introduire l'article et ou inciter le lecteur à aller plus loin, et quelques paragraphes permettant de dynamiser vos pages. Des mots en exergue, c'est-à-dire on le met par d'autres couleurs ou on essaie de le mettre en gras, et des citations dans un corps plus gros, qui permettent de guider et dynamiser la lecture. Vous voyez que la forme, elle est très importante parce qu'on essaye de capter l'attention des clients, des lecteurs, etc. Donc, c'est très important de soigner la forme des textes. Donc, il faut aussi penser à aérer les contenus pour faciliter la lecture. Donc, c'est très important d'aérer. Il ne faut pas que ce soit très encombré parce que ça étouffe la lecture et ça fait faire fuir le lecteur. Pour les chapeaux, je reviens pour les chapeaux. Voilà, exemple de chapeaux pour différents types de blogs. Pour le blog culinaire, on met les 2 guillemets que je viens de parler tout à l'heure. Recette express, 2 points, préparer un délicieux risotto au cèpes en moins de 30 minutes. C'est un exemple de chapeau. Par exemple, pour le blog voyage, entre guillemets, Bali, 2 points, notre itinéraire de 2 semaines pour découvrir l'île des dieux. On ne ferme pas les guillemets. Autre exemple pour le blog de mode, les tendances modales de l'automne à ne pas manquer, du velours côtelé au retour du tailleur, par exemple. Pour un blog de développement personnel, voici sous forme de question, comment surmonter la peur de l'échec et atteindre vos objectifs? Pour un blog, par exemple, technologique, iPhone 15, toutes les nouveautés à attendre de la prochaine génération. Exemple de chapeau hein, pour différents types de blogs. On peut s'inspirer de ça pour écrire. Donc, chaque chapeau est concis et accrocheur. Il suscite la curiosité du lecteur et lui donne envie d'en savoir plus. Les chapeaux sont précis, il faut comprendre qu'il faut être précis dans les chapeaux, il ne faut pas que ce soit très vague. Ils annoncent clairement le sujet de l'article. Les chapeaux utilisent un langage adapté à leur public.
le ton et le vocabulaire sont adaptés à la thématique du blog et au public visé. Bien sûr, si notre cible, ce sont des ados, donc le langage, il est différent. Donc, on va s'intéresser même, il faut même penser au langage des jeunes maintenant ou des ados, si notre cible est les ados. Donc, on ne peut pas leur parler de la même manière que parler avec un senior ou un adulte. Hein. Donc, c'est clair qu'il faut adapter, d'accord, le langage utilisé. Conseil pour rediriger un beau chapeau pour votre blog. Donc, quelques conseils pour les chapeaux. Il faut que vous soyez clair et concis. Donc, il faut éviter les phrases trop longues et les tournures complexes. Il faut utiliser des verbes d'action. Les verbes à l'infinitif et ou à présent de l'indicatif donnent de l'énergie à votre chapeau. Vous voyez qu'on essaye de parler directement à notre audience. Posez une question, j'ai dit que c'est un moyen très intéressant, très efficace. Cela incite le lecteur à chercher la réponse dans votre article. Donc, ça aiguise la curiosité. C'est très intéressant aussi d'utiliser des chiffres. Les chiffres attirent l'attention et donnent un aspect concret à votre chapeau. Créer de suspense, donc laisser une petite part de mystère pour donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. Donc, pourquoi le chapeau maintenant, il est important? Donc, le chapeau, il est intéressant parce que ça augmente le taux de clic. Plus votre chapeau est attractif, plus les internautes seront tentés de cliquer sur votre article. Ça améliore votre référencement naturel. Un beau chapeau contenant les mots-clés pertinents peut vous aider à mieux positionner votre article dans les résultats de recherche. Et on trouve qu'il y a du travail derrière ça. Donc, il faut essayer de choisir donc, les mots-clés. Il y a tout un outil, il y a plusieurs outils de mots-clés qui vous donnent la liste des mots-clés où vous êtes les mieux placés donc, pour ces mots-clés par rapport aux autres concurrents. Donc, vous pouvez utiliser beaucoup d'outils sur Internet, même gratos, donc gratuitement. Et donc, c'est un travail qu'il faut le faire avant d'écrire ces chapeaux. D'accord? Il faut chercher les mots-clés accrocheurs, les mots-clés qui vont vous donner la possibilité, d'accord, de se positionner à travers votre article dans les résultats de recherche. Donc, il y a un travail à faire avant d'entamer et d'écrire ces chapeaux. Ça aide aussi à fidéliser votre audience. Si les chapeaux sont toujours pertinents et intéressants, vos lecteurs reviendront régulièrement sur votre blog. Hein. Il faut comprendre. Hein. Donc, parfois, on trouve que des chapeaux, et je crois que sûrement vous avez eu expérience à ça. Donc, parfois, si vous cliquez sur un lien, et indépendamment du blog, il va vous donner des résultats qui sont vraiment décevants. Ou il ne va pas vous rediriger directement dans le contenu où vous cherchez, ou ça va donner vraiment des informations futiles. Donc, en blog, il ne faut jamais faire cela. Donc, il faut donner de l'information pertinente, il faut donner du contenu pertinent. On est dans le marketing de contenu, donc on essaye de miser sur la qualité du contenu. Et le blog, c'est un outil du marketing de contenu, donc il ne faut pas vraiment juste travailler le titre et essayer et oublier le contenu qui est derrière. Si je clique sur le titre, il doit me rediriger vers un contenu de qualité. Et donc, à travers le contenu, les lecteurs vont revenir régulièrement sur le blog. Sinon, s'ils vont être déçus, ils ne vont plus revenir. Et même, ils vont faire ce qu'on appelle le bouche à oreille négatif. Donc, il faut faire attention. Hein. Donc, le partage maintenant. Donc, il ne faut pas oublier le partage. Donc, veuillez à rendre possible le partage de vos publications sur les réseaux sociaux et par email pour atteindre une audience plus large. Donc, notons que le partage dans les espaces de discussion privés, type mail, Messenger et autres messageries privées, des réseaux sociaux est de plus en plus utilisé. D'accord? Donc, maintenant, convertir et retenir le lecteur. L'objectif premier d'un blog est de satisfaire le lecteur en lui donnant de l'information pertinente. C'est un préalable pour atteindre vos deuxièmes objectifs, c'est-à-dire la conversion. Tout ce qui est contact, souscription à une newsletter, lecture d'un autre article, clic sur une publicité, etc. Pour les blogs d'entreprise, l'objectif est aussi d'attirer l'internaute sur le site web principal et déclencher une prise de contact. Et pour cela, il faut distiller au fil de votre article des liens vers votre site. Hein.
Donc, et aussi, un point très important, il faut favoriser la prise de contact. Et donc, pour favoriser la prise de contact, il faut ajouter un lien vers le site web principal. On a dit que le blog, c'est un socle de soutien. Donc, il faut vraiment ne pas oublier de lier, d'accord, le blog au site principal ou, bien sûr, ou un formulaire de contact en fin d'article. Donc, même si vous n'avez que juste le blog, il faut penser à donner un formulaire de contact pour qu'il vous contacte, d'accord? Et donc, vous pouvez aussi ajouter un formulaire et un lien dans la colonne à droite. La rubrique à propos, vous le trouverez toujours donc, dans des blogs bien écrits, donc bien organisés, qui peut également servir de relais pour contacter la personne qui est le blogueur. Donc, elle doit contenir un résumé concis de vous, à l'instar de votre profil LinkedIn, et les moyens de vous contacter. Donc, il faut que vous soyez vigilant à ne pas paraître trop agressive en multipliant les points de contact. Donc, n'essayez pas de se montrer, comme on dit, très agressif. Il faut être modéré. Donc, voici l'infographie que j'ai mentionnée tout à l'heure. Voici les chapeaux, vous voyez, donc on a mis ici, exemple, un chiffre, donc 13 points clés pour un meilleur taux de lecture. Donc, on a fait attention à l'image, donc un large visuel, on a dit que l'image, elle est très importante dans un blog. Donc, un large visuel, donc ici, il faut la soigner. Donc, on peut mettre titre paragraphe numéro 2. Donc, il faut toujours guider le lecteur hein, sur votre blog. Hein. Et donc, voici aussi un petit chapeau donc, pour chaque paragraphe, d'accord, pour les mettre en italique, on peut le mettre en italique, on peut le mettre en… donc, il faut soigner la taille de police, etc. URL simple, vous voyez. Et bien sûr, ne pas oublier les boutons de partage, d'accord. Donc, voilà. Donc, on essaye bien sûr de retenir le lecteur. Donc, pour retenir le lecteur sur le blog, il faut disposer de plusieurs moyens. C'est-à-dire il faut penser à des articles connexes. Donc, en fin d'article ou dans le coin en bas à droite de l'écran, vous pouvez suggérer la lecture d'un ou plusieurs articles relatifs à la lecture achevée ou en cours. Vous pouvez toujours trouver, donc il faut penser. Donc, si par exemple, j'ai pris 5 astuces pour bien cuire, par exemple, une viande bien, je ne sais pas, c'est-à-dire on est dans l'art culinaire. Donc, il faut donner parce qu'en fait, ça pourrait ne pas rassasier la faim, entre guillemets, du lecteur. On peut lui donner, d'accord, d'autres lectures, d'accord, d'autres articles qui sont relatifs à la lecture achevée ou en cours. Ou ça pourrait être aussi, par exemple, en liaison avec la lecture en cours. Vous voyez, donc il faut, c'est-à-dire si dans un blog de voyage, par exemple, il cherche par exemple, des chambres individuelles, par exemple, il a achevé la lecture, par exemple, sur les mérites ou les bénéfices de chambre individuelle. À côté, on peut lui donner, par exemple, d'autres articles et d'autres idées sur, par exemple, les maisons d'hôtes. C'est vraiment en liaison avec la lecture en cours qui pourrait pourrait ainsi l'inciter à encore cliquer sur d'autres articles et être sur le blog le plus longtemps possible. D'accord ? Lien dans le texte, c'est l'outil basique, bien sûr, mais qui fonctionne bien. L'ajout de liens dans le texte permet à l'internaute de rebondir d'un article à un autre. Donc, on peut donner, par exemple, dans le corps de l'article, on peut bien sûr lui suggérer d'autres liens. Il peut rebondir, il peut aller sur d'autres articles. Et l'ajout de liens dans les textes de votre site web est également bon pour, bien sûr, le référencement naturel. On parle toujours, d'accord, de se positionner dans les résultats d'accord, sur Google, par exemple, par rapport aux autres concurrents. Donc, c'est très important pour le référencement naturel. Lien dans la colonne de droite, souvent appelée sidebar. Cette barre latérale peut comprendre des liens vers des articles, organisés de plusieurs façons pour en favoriser la lecture. Vous pouvez trouver les plus lus, les plus récents, les plus commentés. Les coups de cœur, vous pouvez le trouver dans la colonne à droite.
je vais vous montrer dans notre, voilà, je vais partager encore une fois avec vous le blog voyage pour illustrer ce que je viens de dire. Attendez, s'il vous plaît. Vous voyez maintenant le site, s'il vous plaît, le site type voyage? Oui, nous pouvons le voir avec merveille. Merci. Donc, à droite, vous voyez la colonne droite, les articles populaires, vous voyez? Donc, on trouve les articles les plus populaires dans ce blog. Donc, c'est très important de penser à la colonne droite, d'accord, pour mettre, par exemple, les articles les plus populaires, les articles les plus lus, etc. Donc, c'est très intéressant. Ça incite le lecteur à explorer encore plus d'autres articles sur le blog, etc. Donc, je reviens vers le cours. Donc, comme je viens de dire, lien dans la colonne droite, vous pouvez organiser de façon très intéressante pour favoriser justement la lecture, les plus lus, les plus récents, les plus commentés, les coups de cœur, dans le type voyage les plus populaires. Temps de lecture maintenant. Indiquer sur chaque article le temps de lecture, ça permet de rationaliser le temps que votre lecteur va y consacrer. Notamment si l'article est un peu long, c'est un bon moyen pour permettre à l'internaute de se projeter dans son moment de lecture. Le temps passé peut aussi être représenté par une barre de progression. Donc, c'est très important de donner, par exemple, 3 minutes de lecture, 2 minutes de lecture. Il ne faut pas, bien sûr, s'aventurer sur des lectures très longues parce qu'on sait que l'internaute d'aujourd'hui, il est toujours pressé par le temps. Il n'a pas beaucoup de temps pour le consacrer à la lecture, surtout sur un blog ou sur un site. Donc, il faut vraiment penser à ne pas exagérer pour le temps de lecture. Nombre de vues maintenant. Le nombre de vues permet de convaincre facilement l'internaute de la pertinence de votre article. Plus le nombre de vues est élevé, plus il vous sera facile de capter et maintenir l'audience. Et donc, il va penser qu'il va lire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est très intéressant de lire cet article, puisqu'il y a beaucoup de personnes ont consulté et ont vu. Donc, ça pourrait crédibiliser un peu donc l'article que vous avez déjà partagé. Nombre maintenant de partages sur les réseaux sociaux. Donc, à l'instar du nombre de vues, il donne envie de lire l'article et de le partager à son tour, bien sûr. Quand vous donnez combien il a été partagé sur les réseaux sociaux, c'est un autre moyen aussi pour donner envie de lire l'article en question. Pour le dossier, plutôt que de faire qu'un seul long article, donc c'est une autre astuce, découper le contenu en plusieurs parties pour créer un dossier sur un sujet. Vous voyez que, par exemple, dans le type voyage, il y a beaucoup de dossiers. Asie, Europe, je ne sais pas, Afrique, etc. Donc, il y a des dossiers. Donc, à l'intérieur des dossiers, on trouve deux contenus. Donc, il a essayé de découper, d'accord, en plusieurs parties. Bon, c'est important. Vous dites que c'est logique parce que ce sont des pays, on ne va pas s'amuser à donner un article sur juste un pays, juste pour l'idée qu'il faut toujours penser, si l'article est long, il faut toujours penser au dossier. Et le découper en plusieurs sous-parties, ça pourrait aider et donc ça va éviter d'effrayer le lecteur avec des articles trop longs à lire. Quand j'ai dit qu'il n'a pas le temps, il est toujours pressé. Et ça permet de créer plusieurs moments de communication et d'asseoir votre légitimité sur le sujet. Le contenu additionnel, pour permettre à l'internaute d'aller plus loin sur le sujet, offrait du contenu additionnel à télécharger en fin d'article. Donc, s'il est convaincu par la première partie, clairement, il devrait facilement laisser ses coordonnées pour télécharger la suite. Il y a ici, donc, vous voyez qu'on essaie toujours de pousser le lecteur à télécharger encore plus de contenu. Le kit maintenant du blogueur. Nous appelons le kit du blogueur un ensemble d'éléments permettant à un blogueur de se doter des outils essentiels pour ne pas rater ses articles. Et donc, la structure de vos articles. Pensez le plan de votre article pour construire un argumentaire solide et logique. Il ne faut pas vraiment se jeter dans l'écriture sans réflexion en amont. Il faut penser, il faut réfléchir. Il faut bien sûr soigner
l'orthographe. Donc, c'est très intéressant maintenant d'utiliser le correcteur d'orthographe de votre éditeur texte. Maintenant, on a tout ce qui est outils, le ChatGPT, on a plusieurs outils de l'intelligence artificielle, de l'AI, donc il va vous aider à écrire sans faire des fautes. Donc, vous êtes une génération très chanceuse, vous pouvez l'utiliser pour justement améliorer l'orthographe. Et donc, ça va corriger la majorité des erreurs. Il faut relire. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous faire relire. Donc, donnez à d'autres personnes pour, bien sûr, relire à votre place et ça va vous donner d'autres idées et ça va vous ouvrir les yeux sur des fautes que vous n'avez jamais peut-être pensé. La ponctuation. Utilisez le site laponctuation.com, c'est un site pour connaître les règles d'espace à respecter avant et après les signes. Donc, un signe est composé de deux éléments, point virgule, deux points, point d'interrogation, comportera toujours un espace avant, un espace après. Donc, soit deux espaces en tout et pour tout. À l'inverse, un signe composé d'un seul élément, virgule, point, ne sera pas détaché du caractère du précédent et comportera ainsi seulement un espace situé après. Donc, la ponctuation, c'est très important, il faut la soigner. OK? La qualité des photos maintenant, il s'agit d'un point essentiel de votre blog, comment sélectionner de belles images. Aujourd'hui, les librairies photos libres de droit et gratuites sont nombreuses et proposent des visuels de grande qualité. Elles fonctionnent principalement grâce aux dons de leurs utilisateurs. Il y a plusieurs ressources sur Internet, vous pouvez les voir. Donc, il faut faire attention aux droits d'auteur. Donc, puisqu'on a beaucoup d'images en libre, donc pas besoin de s'aventurer sur des images où il y a le droit d'auteur. Il faut faire attention. Pour le référencement naturel, l'écriture d'articles doit faire corps avec la stratégie de référencement naturel. Bien entendu, on est dans le web marketing. À ce stade, disons simplement que l'apport de contenu de qualité utilisant des mots-clés sur votre site est un élément essentiel pour améliorer justement les référencements naturels. J'ai parlé dès le départ, quand on a vu ensemble le site Tips Bon Voyage, la première chose que j'ai remarqué, c'est le rythme de publication. Donc, le dernier élément à ne pas négliger dans l'écriture, c'est le rythme de publication. C'est une clé, justement, pour fidéliser un lectorat. Si vous avez un objectif d'audience, votre lectorat a besoin de nouveautés régulières. Donc, pour sentir que vous êtes au fait des dernières tendances et en capacité de les relayer, voire de les devancer. C'est-à-dire, il faut relayer les informations. On est toujours, vous connaissez que les lecteurs sont à l'affût de nouveautés, des dernières tendances. Donc, il faut vraiment même devancer les lecteurs, même il faut les surprendre. Donc, il faut leur donner des contenus qui suivent les tendances et qui sont vraiment, qui peuvent aussi qui peuvent être de grande valeur pour ces lecteurs. Donc, il faut crédibiliser votre démarche. Des lecteurs ponctuels d'un blog se réfèrent au rythme de publication lorsqu'ils consultent le site pour chercher des points de réassurance. Donc, quand on voit un blog, donc le rythme de publication, il est très espacé, ou il n'a pas publié, ça fait longtemps qu'il n'a pas publié. Ça pourrait ne pas crédibiliser le blog carrément. Il va dire, bon, c'est un blog qui n'est pas à jour, sûrement, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés, et ça fait fuir les lecteurs. Donc, mieux vaut que la publication de l'année précédente ne remonte plus sur la page d'accueil. Donc, type voyage, on voit que carrément, on voit la publication de l'année dernière qui remonte parce que justement, il n'y a pas de publication récente. Et donc, le blog, bien sûr, ça va remonter les dernières publications de l'année dernière. Donc, c'est une faute à ne pas commettre pour les gens qui essaient, bien sûr, de crédibiliser la démarche. Pérenniser le blog, c'est-à-dire pour vous-même, le rythme de publication est essentiel. Créer une routine en institutionnalisation, on essaie d'institutionnaliser l'écriture une fois par semaine, c'est-à-dire de la mettre chaque semaine, une fois tous les 15 jours, voire même une fois par mois, permet de maintenir une dynamique. Donc, en fait, c'est-à-dire, ça veut dire quoi pérenniser le blog? C'est-à-dire
C'est de maintenir un rythme. Ça veut dire, si vous avez l'envie ou bien vous essayez de, comment dire, maintenir un rythme par exemple, par semaine. Donc, si vous n'avez pas les moyens ou si vous êtes dépassé par les événements, il suffit de maintenir un rythme de publication par mois. Donc, c'est très intéressant. Ou bien, si vous êtes capable de le faire une fois par semaine, c'est bien. Si vous êtes capable de le faire une fois par quinzaine, c'est mieux, c'est bien aussi, mais c'est pas grave de le faire par mois. Mais en tous les cas, quand j'entre dans le blog, je vois que, par exemple, il y a un rythme régulier par semaine, par mois. On va devoir pour voyage type, donc il est déjà juste, il avait un rythme régulier, maintenant il a espacé ses publications. Donc, le problème, c'est que si vous n'allez pas faire ça, vous allez être exposé à lâcher peu à peu l'écriture pour aboutir à l'abandon du blog. Et quand vous ne maintenez pas ce rythme, ça sera inévitable de relâcher et après abandonner. Donc, c'est une chose, il ne faut pas le faire pour le blog. Pensez aussi à intégrer les leviers de conversion, c'est-à-dire l'objectif premier d'un blog est de satisfaire le lecteur en lui donnant de l'information pertinente. C'est un préalable pour atteindre votre deuxième objectif, c'est la conversion, c'est-à-dire aboutir sur des contacts, souscription à une newsletter, lecture d'un autre article, clic sur le site web carrément. Et donc, pour le blog d'entreprise, l'objectif est aussi d'attirer l'internaute sur le site web principal et déclencher une prise de contact ou un achat. Donc, pour cela, commencez par distiller au fil de votre article des liens vers des pages de votre site. Pensez aussi à favoriser la prise de contact. Et donc, pour favoriser la prise de contact, ajoutez un lien vers le site, votre web principal et ou un formulaire de contact en fin d'article. Vous pouvez aussi ajouter un formulaire à un lien dans la colonne de droite, la rubrique à propos qu'on a parlé tout à l'heure, pour également servir de relais pour vous contacter. Elle doit retenir un résumé concis de vous, à l'instar de votre profil LinkedIn. Donc, quand vous voyez le profil LinkedIn, vous voyez un petit résumé et votre coordonnée. C'est la même chose pour le blog. Donc, soyez vigilants à ne pas apparaître trop agressif, comme on a dit, en multipliant les points de contact. Donc, voici la structure d'un blog. Donc, il faut penser à tout ce qui est choix de thématique, l'arborescence, la page à propos, le chapeau, la vulgarisation et la pédagogie, le point de vue, l'illustration et la schématisation, etc. Donc, je viens de finir avec une petite différence entre un site web et un blog parce que j'entends toujours, c'est la même question. Un blog, il faut le faire, donc la fréquence de mise à jour, c'est régulière. Pour le site web, vous n'êtes pas censé le faire de façon régulière, mais moins fréquente quand même. La structure, elle est chronologique, on vient de plus récents. Les articles les plus récents, ils sont en haut et on scroll down, quand on va aller plus loin, on va trouver d'autres articles moins récents. Donc, par contre, dans les sites web, on va par thème, c'est thématique. Le contenu dans un blog, il doit être varié et souvent personnel, c'est-à-dire si bien sûr j'en parle dans le blog personnel ici. Pour le site web, il est plutôt spécifique et sûrement professionnel encore plus. L'objectif, c'est de partager, informer, échanger. Le site web, l'objectif, c'est présenter, vendre et informer. Je vous remercie pour aujourd'hui et je cède la parole à Dr Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Merci infiniment de m'avoir donné la parole. Salam alaikum. Bon, pour moi, je tiens à remercier le docteur pour la présentation aussi pertinente. Et aussi, ma question, j'ai quelques questions. Si vous me donnez la permission de poser même 3 questions, si c'est possible. Donc, la première question, c'est quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter lors du lancement d'un blog marketing? C'est ma première question.
Docteur. Bonjour Mamadi, merci beaucoup pour la question. Dès le départ, c'est quoi un blog marketing selon vous? Je parle de blog, le cas de blog personnel, par exemple. Ah, d'accord, parce que blog marketing et blog personnel, c'est donc c'est tout à fait différent. Donc, dès le départ, si vous allez penser à lancer un blog, Mamadi, c'est pour vous, pour quelle raison? Dès le départ, il faut avoir un objectif. Hein. Donc, pourquoi on lance ce blog déjà? Vous me dites l'objectif pour que je puisse vous répondre. Ah, ok, Personnel. merci. Ça veut dire quoi, personnel? Personnel signifie que à, des objectifs personnels, par exemple, à moi-même, hein, je vais développer à moi-même, par exemple, dans le cadre de vendre mes compétences que vous avez énoncées Oui, en première fois, oui, oui. par Donc, exemple. oui, donc ça va être une petite vitrine de vous pour décrocher, par exemple, un job, c'est ça? Oui, oui, ça peut être comme ça. Et si c'est possible aussi d'intégrer de modules de vente, par exemple. Module de vente, c'est-à-dire module de vente. Donc, C'est- faut faire attention, il faut faire la distinction entre un blog personnel et un blog professionnel. Hein. Donc, donc, si vous allez juste, en fait, on a dit qu'un blog, il doit avoir un objectif, oui ou non? Donc, l'objectif, Oui, c'est, par exemple, partager une passion, oui ou non? oui, c'est ça. Si, voilà, si vous allez partager une passion, il faut déjà, l'erreur à ne pas commettre, c'est déjà dès le départ. Hein. Il ne faut pas justement, comment on dit, couvrir, par exemple, tout ce qui vient dans votre tête. C'est-à-dire, il faut que vous soyez un peu spécifique. Le problème, c'est que parfois, on trouve que des blogs, il y a des personnes qui utilisent le blog pour étaler n'importe quoi sur le blog. Non. Donc, il faut vraiment tenter de couvrir certains sujets, d'accord? Pas trop de sujets pour ne pas diluer le message, entre parenthèses. Donc, il faut chercher à être un peu spécifique. Donc, et j'ai dit dans le blog, si vous avez bien suivi, j'ai dit que c'est très intéressant aussi de choisir une niche spécifique, un petit segment. Par exemple, si Ah ouais. je vais faire un blog où je vais étaler ma passion pour la photographie, je vous donne un exemple, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai un petit. Bon, je peux le faire ça pour juste partage du patient, d'accord? Mais je peux faire ça aussi pour justement partager ma passion pour la photographie et pourquoi pas décrocher un travail parce que je vais être, peut-être, je vais. Peut-être je vais. Comment on dit, le blog, il va être consulté par un recruteur potentiel, entre guillemets, qui pourrait voir mon expertise, qui pourrait voir, par exemple, mon expérience en photographie. Je pris l'exemple de photographie. Donc, c'est un sujet un peu précis déjà. Il ne faut pas vraiment s'étaler sur plusieurs sujets. Déjà, c'est le premier conseil à donner. Deuxième conseil, j'ai dit que c'est un marketing de contenu où il ne faut pas justement, il faut faire attention à la qualité de contenu. Et quand on parle de qualité de contenu, donc on parle de l'ergonomie, on parle du design et surtout on parle même de l'orthographie utilisée. J'ai dit que vous pouvez utiliser des outils gratuits sur Internet maintenant avec le ChatGPT, etc. Vous pouvez même corriger les fautes d'orthographe si vous essayez d'écrire, d'accord, vous-même. Donc il faut non seulement corriger les fautes d'orthographe, mais il faut surtout relire vous-même et donner la possibilité à d'autres pour relire à votre place. Ça, c'est déjà important. Autre erreur à ne pas faire, c'est de délaisser la publication dans le blog. C'est-à-dire, parce que le problème, c'est quoi? Au début, on est toujours très, très motivé. D'accord? Peut-être on essaye quand on est au début de n'importe quelle aventure, entre guillemets, on essaye de maintenir un rythme, c'est-à-dire chaque semaine, parfois on trouve de la publication de plusieurs articles par jour. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, vous allez lâcher ça.
Et donc, vous allez espacer la publication et vous allez peut-être l'abandonner. Donc, le conseil à faire, c'est de ne pas déjà espacer les publications. Il faut maintenir un rythme. C'est-à-dire, pour moi, il vaut mieux un seul article par mois que, par exemple, 3 articles par semaine et vous reprenez ça après quelques mois. Non. Maintenir un rythme dans votre blog, ça vous aiderait à alimenter le contenu et ça vous aiderait à aussi crédibiliser votre blog et vous aurez bien sûr un lectorat qui va suivre tout ce qui est, va suivre votre blog. D'accord? Ça, parmi les choses à ne pas faire aussi. À ne pas, des erreurs à ne pas les faire. Ok, merci beaucoup. Et surtout, autre chose importante, il ne faut pas être impatient. Hein, parce que j'ai dit dans la présentation, c'est un travail de grande haleine. Donc, ça demande beaucoup de patience. Il n'y a pas de résultat immédiat. Hein, il faut attendre les résultats. Il faut que vous soyez patient et il faut continuer à travailler sur le blog. Et le problème avec le blog, ça prend du temps. D'accord? Donc, il faut vraiment ne pas être impatient. C'est une erreur à ne pas le faire. Ok, merci. Et merci beaucoup pour la réponse. Encore sur ma deuxième question concernant le CMS. Vous avez énoncé au début le WordPress. Si je comprends mieux, pour lancer le blog, c'est-à-dire l'objectif dépend aussi, c'est-à-dire le CMS aussi dépend de l'objectif du lancement, de l'objectif du blog, par exemple. Et quel est le CMS recommandé si, par exemple, on veut lancer un blog personnel ou bien professionnel? C'est-à-dire, pour le blog personnel, on a dit que pour n'importe quel blog, déjà, il faut comprendre. Oui. Le 3, ou par Oui. exemple, professionnel aussi dans le marché, si on parle de marché aussi encore. J'aimerais bien Oui. dans le 3 cas, si c'est possible. Oui. Et attendez, est-ce que c'est un conseil pour tout le monde. Si vous avez les compétences nécessaires, d'accord? Vous pouvez choisir l'outil. Oui. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire appel à un professionnel dans le domaine qui va vous aider. Donc, on ne peut pas tout faire soi-même dans un blog. Hein. Même en web marketing, il y a des personnes, vous connaissez qu'il y a des personnes qui sont orientées vers, par exemple, l'écriture. Il y a des personnes qui sont techniques, il y a des personnes qui sont développeurs, il y a des intégrateurs, etc. Donc, ce que je dis, que le WordPress, c'est un outil très intéressant pour le blog, mais il y a beaucoup d'avantages, bien sûr. On sait que la flexibilité, etc., l'optimisation SEO et quoi ça, mais le problème, c'est avec le CMS, c'est qu'il est complexe pour les débutants et ça nécessite une maintenance régulière. Donc, pour moi, si vous n'avez pas les compétences essentielles pour tout ce qui est compétences techniques, donc c'est pas à vous de choisir le CMS ou carrément, même si le CMS ou le WordPress, d'une façon générale, c'est un outil très, très facile pour les débutants, hein, mais quand même c'est pour le maintien et pour c'est pas pour les débutants, mais quand même pour les personnes avérées, entre guillemets. Pour les débutants, c'est un peu complexe. Hein. Donc, ce que mon conseil pour les personnes qui sont débutants, donc, c'est pas d'utiliser le WordPress, d'accord? Il y a d'autres sites comme par exemple le Wix, si vous connaissez. Il y a le problème avec le Wix, si je donne un conseil, pour le WordPress, pour les gens qui ne sont pas débutants. Pour le Wix, par exemple, elle est facile à utiliser pour les débutants. Elle a des modèles attrayants et modernes, mais le Wix, le problème, c'est que les fonctionnalités sont limitées. Les fonctionnalités avancées, hein. D'accord? Donc, il y a d'autres comme le Medium, donc entre le Squarespace, le Ghost, etc. Et pour moi, le choix du CMS, en fait, dépend des besoins spécifiques et surtout du niveau de compétences techniques
de la personne du blogueur lui-même. D'accord? Donc, en fait, c'est pas vraiment le choix. Le choix, il est là, il y a plusieurs choix, mais ça dépendra de vos compétences. Il y a le blogueur, il y a le WordPress, il y a, comme j'ai dit, le Wix, il y a le Medium, il y a Squarespace, etc. Mais c'est pas question de quoi qui est intéressant, pourquoi, mais plutôt, est-ce que vous avez les compétences nécessaires ou non? Vous voyez, Mamadi? Donc, ça dépendra de Oui, vous. Ça dépendra de vos objectifs. Ça dépendra oui, de votre... parce qu'en fait, je peux vous dire, OK, le CMS, c'est l'outil incontournable du blog. Mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour le maîtriser? Donc, ça ne revient pas à vous, Mamadi. Je dis à tout le monde, hein, ça revient au blogueur lui-même de voir qu'est-ce qui lui convient le plus. Vous voyez? D'accord, Mamadi? oui. Oui, Donc, ça d'accord. dépend. Parce que moi, j'ai déjà utilisé un peu sur WordPress et PrestaShop. Mais on m'a dit aussi que sur le WordPress, on peut aussi intégrer des modules, par exemple, parce que PrestaShop, par exemple, c'est visé sur le marché par exemple, la vente, par exemple. Mais si j'ai installé dans la machine le WordPress, au début, je vois que ça ressemble aussi de blogs personnels comme ça. Il n'y a pas vraiment de module sur de choses de marché. Et puis, je voulais savoir aussi si c'est possible d'ajouter quelques modules sur le WordPress, par exemple, si c'est possible. Attendez, PrestaShop, c'est une plateforme de commerce électronique open source, on est clair. Oui, Ça permet de gérer et de créer les boutiques en ligne, oui ou non? Bon, oui, c'est ça. pour PrestaShop, c'est très convivial et c'est très facile. Vraiment, c'est une interface facile, donc ça ne demande pas. Mais il faut comprendre, est-ce que vous allez vendre à travers votre blog? Est-ce que maintenant vous parlez, vous me dirigez vers une autre thématique qui est le site web marchand. On est Ah oui, sur l'informatif, on est sur oui, le blog. On est là ok. pour se faire parler de nous, on est là pour se faire connaître, on est là Ah, pour attirer. Vous voyez, donc c'est une autre thématique qui est très loin ok, du blog. D'accord, ok. Mamadi? Merci. Donc, Merci beaucoup. merci à Merci vous. infiniment. Oui. Et Merci à sur, vous. pardon, sur une question je veux savoir poser, par exemple, si c'est possible, concernant toujours concernant le blog, mais concernant la sécurité informatique. Bon, par exemple, la question, c'est que comme le blog est souvent le point d'entrée public d'une entreprise, par exemple, ça peut être un point d'entrée public. euh, Quels sont vraiment les risques, par exemple, Bon, je vais parler, par exemple, sur mon domaine. Par exemple, cybersécurité est le plus... par exemple, quels sont les risques de cybersécurité le plus courants auxquels un bloc est exposé? En fait, les blogs sont vraiment très, très exposés surtout les attaques qui essaient de deviner les mots de passe. Hein. Ouais. Voilà, par des essais répétitifs. On trouve vous voyez qu'il y a des tentatives d'essayer de récupérer le mot de passe de blog. Ça, c'est très connu, c'est très récurrent pour les blogs. Il y a aussi des logiciels qui veulent affecter le site, donc les virus, etc., qui pourraient vraiment tout ce qui est attaque du site, on peut les voir, d'accord, sur les blogs. Il y a aussi un problème qui est lié au vol de données. Il y a le phishing, il y a plusieurs. Hein, ce qui est, donc, voici les principales, les risques les plus courantes dans le WordPress, dans le blog. Donc, comment remédier à ça? Donc, il faut vraiment être conscient des risques. Hein. Il faut mettre en place des mesures de sécurité. Par exemple, pour le WordPress, il faut vraiment, pour le CMS surtout, il faut que les plugins et
les fonctionnalités sont toujours à jour. Donc, pour justement se bénéficier des derniers correctifs de sécurité. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs, 2FA, vous la connaissez. Oui, oui, oui. Donc, on peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire qui exige un code d'authentification avec le mot de passe. Lors de la connexion. Il y a beaucoup de moyens pour faire face à tout ce qui est problème de sécurité pour le blog. D'accord? On peut Oui. aussi utiliser le HTTPS. On peut... quoi d'autre? On peut désactiver, par exemple, l'édition du fichier. Il y a panoplie de moyens pour faire face à ces risques de sécurité. OK, merci beaucoup. Je comprends mieux. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est très viral. C'est le moment ou jamais pour poser des questions. Moi, j'ai une question. Oui, Anix? Quelle est votre question? Vous avez maintenant la parole. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, madame, pour votre belle présentation. C'était vraiment bien, on a vraiment bon apprécié. Merci. Et moi, ma question est de savoir, est-ce possible de monétiser un blog? Si c'est oui, comment? Et la deuxième question est de savoir j'aimerais savoir quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite, par exemple, créer son propre blog? Pardon pour la deuxième question, je n'ai pas entendu. La question est, quel conseil donneriez-vous à un étudiant, par exemple, qui souhaite créer son propre blog? Pour la monétisation de blog, en fait, pour moi, en tous les cas, c'est vraiment très perso, même si vous pouvez trouver des moyens comment monétiser le blog. Okay? Pour moi, c'est un moyen comment on dit, pour se faire connaître. Okay? C'est un moyen qui, par exemple, même pour une entreprise, c'est un socle, d'accord, qui va vous aider à mieux vendre. Donc, c'est-à-dire mieux vendre. Quand je donne, par exemple, dans le blog professionnel, quand vous voyez, par exemple, les contenus de votre travail, les images, par exemple, des produits que vous voulez déjà… par exemple, si un architecte, je vous donne un exemple concret, si un architecte, il va faire un blog, le blog va être un socle de votre site web, d'accord ? L'architecte en question, il va montrer ses créations, d'accord, dans le blog, d'accord. Mais c'est un moyen indirect pour se faire vendre, oui ou non? Mais c'est pas vraiment monétisé c'est-à-dire générer de revenus. Je génère de revenus, mais indirectement. C'est pas à travers, par exemple, j'appuie, je vends et I get, je prends. Vous voyez, le blog professionnel, si je parle du blog professionnel maintenant, c'est pas comme un site web marchand. Ça n'a rien à voir. Un site web marchand, c'est clair, vous allez vendre et donc il y a un acheteur et un vendeur. Maintenant, pour le blog, c'est pas question d'achat et de vente de produits, mais en fait, c'est un moyen pour se faire vendre autrement. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. C'est-à-dire, je vais me vanter, je vais me mettre en avant, je vais mettre en avant mes articles, je vais mettre en avant mes produits pour… À la fin, en fin de compte, on va générer de la vente. En fin de compte, je vais le rediriger vers le site web, je vais le rediriger vers par exemple,
mon local physique, je vais le rediriger pour qu'il achète. Mais vraiment monétiser, c'est-à-dire gagner de l'argent à travers un site web, ça, je ne vois pas l'intérêt pour moi en tous les cas. Peut-être vous pouvez trouver, par exemple, même sur Internet, vous pouvez trouver comment monétiser un blog. Pour moi, un blog, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts. Et si un blog, il est réussi, ça va générer du revenu impérativement. Le problème, ce n'est pas s'il génère ou non du revenu. Le problème avec le blog, s'il va décrocher des lecteurs et ça va aiguiser pour qu'ils reviennent chaque fois, chaque mois, chaque semaine. Et à travers ça, je pourrais monétiser. Bien sûr, une fois le blog, il est là, je peux penser à d'autres choses. Je peux penser à faire des partenariats avec d'autres personnes. Par exemple, dans le voyage, vous pouvez faire des partenariats avec, ils peuvent par exemple faire des publicités dans votre blog et ça va générer de revenus pour vous. Il va y avoir des liens sponsorisés. Ils vont avoir des personnes, des partenariats avec d'autres personnes qui vont va vous payer, d'accord? Mais l'objectif principal d'un blog, ce n'est pas de monétiser. L'objectif principal, c'est déjà de penser à la qualité de contenu, de penser de générer des visiteurs déjà. Et après, avec le temps, quand j'aurai des visiteurs réguliers, après ça, je vais, bien sûr, les revenus vont être générés automatiquement. Donc, il ne faut pas le mettre comme objectif principal. Ce n'est pas ça l'intérêt du blog. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. J'ai bien compris. Oui, pour la deuxième question, est-ce que vous pouvez, j'ai oublié, s'il vous plaît, vous pouvez me le répéter? Quel conseil donneriez-vous à un étudiant, par exemple, qui souhaite créer son propre blog? Bon, les conseils, comme je viens de vous dire, donc il faut soigner la qualité. Il faut que vous choisissez, par exemple, j'ai dit, si vous allez revoir le cours, donc vous voyez qu'il y a vraiment une template que j'ai donnée, une infographie qui montre exactement qu'est-ce qu'il faut mettre. Il faut penser à des images attrayantes, il faut penser à inclure une vidéo parce qu'on est dans l'ère de la vidéo, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer à côté. Il faut penser à soigner l'écriture, il faut penser comment dirais-je, il faut penser à des sujets pertinents qui font écho avec votre audience et qui pourraient les accrocher et qui pourraient les inciter à cliquer et à s'arrêter sur votre blog. Il n'y a pas une baguette magique. Il n'y a pas une recette magique, c'est à vous de creuser, c'est à vous de voir quel type de sujet vous êtes. Parce que, en fait c'est quoi le dilemme? Le dilemme, c'est que c'est un sujet qui vous passionne et en même temps, ça attire les lecteurs. Donc, c'est ça. Donc, il faut trouver un sujet qui vous passionne, mais un sujet aussi qui est accrocheur, qui pourrait refaire et faire revenir d'une façon régulière vos lecteurs. Bien sûr, il faut bien, comme j'ai dit, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut maintenir un rythme de publication, il faut soigner l'ergonomie, le design, etc. Il faut soigner aussi, faire attention aux mots-clés, etc., etc. C'est tout un travail derrière. Surtout, il faut être patient parce que c'est pas très... Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience. D'accord, je comprends très bien. Bon, pour la création des blogs, là, je pense que, supposons par exemple, un développeur peut en développer ça facilement au lieu d'utiliser CMS. Parce que moi, je pense que aussi que CMS est le mieux, le WordPress plus précisément, c'est le mieux placé pour créer des blogs. Pourquoi? Parce qu'il dispose de beaucoup de bibliothèques, voire même des modules, on les appelle le plugin. Vous en avez parlé. Parce que dans WordPress, on peut trouver des sécurités, publicité, le WordPress SEO, etc. Il y en a beaucoup, en fait. Dans tous les outils que j'ai utilisés, moi, je pense bien évidemment que c'est WordPress qui est le mieux placé, comme vous l'avez dit, de créer des blogs. Je voulais revenir un peu sur ce que mon ami a posé la question, savoir tout ce qui est de sécurité, risque, tout ça. Je voulais ajouter que concernant les attaques des sites comme les blogs comme ça, les pirates informatiques utilisent souvent ce qu'on appelle les injections SQL.
C'est quoi une injection SQL? En fait, les injections SQL, ce sont des requêtes, en fait, une personne malveillante qui attaque au niveau de la base de données, en fait, pour pouvoir injecter des lignes malveillantes afin d'avoir des informations, en fait, sur la base de données du site, en fait, par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle des attaques par brute force. Il y a aussi le phishing. En anglais, c'est phishing, mais en français, on appelle ça le hameçonnage. Je pense que c'est ça, c'est les différents. S'il y a d'autres, mais moi, je connais celle-là. La plupart des cas, c'est ce que les pirates utilisent, en fait. C'était juste une petite précision. Je pense que madame en avait parlé, mais je voulais juste ajouter un peu. Merci pour la clarification. Oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes avec la sécurité, comme vous avez bien dit, avec les injections SQL. Donc, des attaquants qui exploitent la vulnérabilité dans les bases de données pour justement accéder, pour manipuler des données sensibles. Il y a plusieurs autres problèmes, comme le cross-site scripting. Il y a plusieurs. J'ai dit, je reviens vers votre premier point sur le WordPress, j'ai dit, si vous avez les compétences, c'est très bien. Ça dépend de vous, en fait. Ça dépend du blogueur lui-même. S'il a les compétences nécessaires, bien sûr, il peut utiliser le WordPress. Il n'y a pas un problème. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, il y a d'autres moyens pour faire face à ça, surtout si vous n'avez pas les compétences techniques. J'ai parlé du Wix, j'ai parlé d'autres moyens pour utiliser. Mais bien sûr, il faut comprendre que les autres, il y a des limites, comme les fonctionnalités avancées ne sont pas disponibles avec le Wix, etc. Donc, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de vos compétences et comment vous pouvez, how you can handle it, comment vous pouvez le maîtriser, d'accord? Oui, c'est ça. Même avec JavaScript, on peut aussi le faire. JavaScript, HTML, tout ça. Par exemple, pour les programmeurs, en fait. Super, merci infiniment à vous. Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Un petit coucou pour Dr Kotsarsine qui est présente parmi nous. Donc, je la salue chaleureusement. Merci pour nos chers participants. Merci à vous, Dr Malek, d'organiser ce séminaire. Je vous vois très prochainement, très bientôt. Merci. Merci infiniment à vous, docteur. Passons à Dr Potts qui a un mot à dire. Dr Potts, la parole est à vous. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup, Dr Hela, pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais juste encourager encore une fois nos étudiants à participer à notre concours. Donc, je vous invite à préparer une petite vidéo sur, que ce soit vous voulez parler de la santé ou bien du sport. Soyez créative et participer à notre concours pour gagner. On ne va pas dire qu'est-ce qu'on va gagner, mais voilà, juste, je vous invite à participer à ce concours. Docteur Malak, vous pouvez donner aux étudiants les détails concernant ce concours? Bien sûr et sans problème. Concernant le concours, il est autorisé qu'aux étudiants de notre université. Ceux qui sont hors de l'université, désolé, vous ne pouvez pas participer. Deuxièmement, nous avons une vidéo. Vous devez faire une vidéo filmée par votre portable de bonne qualité, format vertical 9 et 16, de mesure 9-16. D'accord? Comparable à celle des vidéos de TikTok ou des Reels d'Instagram. D'accord? Sans heurter les copyrights. C'est-à-dire, si vous parlez de quelqu'un d'une manière pas très bonne, ah non,
c'est pas autorisé. Donc, faisez une vidéo, ne dépassez pas les 60 secondes. Minimum, c'est le maximum. Le maximum de cette vidéo est 60 secondes. Et puis ensuite, mettez-la dans le Drive et partagez le lien avec le formulaire dont vous aurez, ou qui a été partagé même également sur les réseaux sociaux ou à partir des formes via la plateforme SAS de nos étudiants. Merci infiniment à vous, Dr. Ala. De retour à Dr. Ala, merci infiniment à vous, Dr. Ala, pour vos efforts. Merci à Dr. Kutz pour son parole. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat d'inscription, un certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans le prochain séminaire ou encore demain avec un très bon séminaire qui est totalement viral, le comédien de doublage face à l'IA et bien sûr un séminaire qui aura lieu bientôt le 3 mai et le 11 mai. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À tous nos étudiants également, nous avons les heures de permanence qui commenceront après 15 minutes. Si vous avez des questions, suggestions ou problèmes, veuillez être présents. Et également, nous allons expliquer un peu concernant le concours. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.